D'abord sur Ajaccio, parce qu'on attend la visite du pape et j'ai le programme. Il va arriver, le pape, avec il faut 16 km de barrière, il n'y en a que 500 à Ajaccio, mais tout va bien se passer. Première fois qu'un souverain pontife vient en Corse, sauf que la Corse aurait donné un pape à la chrétienté. Ah bon ? Ben oui, j'ai lu ça ces dernières heures, il y a effectivement. Alors bon, c'est entre légendes et... Il y avait le cardinal Fesch qui était l'oncle de l'empereur. Bien sûr, mais un pape, la chrétien, voilà, la Corse aurait donné un pape, mais je vous dirai son nom tout à l'heure. Je voulais simplement que nous commencions. Oui, vous nous donnerez des précisions juridiques sur le dossier Marine Le Pen. Mais avant cela, je voulais qu'on parle de Grigny, parce que c'est intéressant. Grigny, depuis quelques mois, élu habitant, signale une présence importante de toxicomanes dans les rues de la ville de l'Essonne. Certains font le lien avec l'organisation des Jeux Olympiques de Paris lorsqu'il fallait débarrasser la capitale de la misère, un fantasme, répond la préfète du département. Et Fabrice Elsner est allé tourner sur place. Et je voulais vraiment qu'on voit ce sujet et qu'on imagine ce qu'est la vie des habitants de Grigny, alors que ceux qui dirigent sont dans des quartiers protégés, disons-le, et qu'on imagine la vie de ces gens-là et ce qu'ils vivent au quotidien. Voyez ce sujet de Chloé Tarka. Sur ce parking d'un ancien supermarché, à seulement 200 mètres de la gare de Grigny, les consommateurs de crack zonent et font régner l'insécurité. Vendeurs à la sauvette, dealers, le quotidien est devenu invivable pour les habitants du quartier. Ils ont dû condamner le parking à cause de ça. Ils faisaient des fêtes, des méga fêtes, des barbecues avec l'udile de drogue sur le parking. Insupportable. Moi, il y a longtemps que je ne vais plus là-haut, moi. C'est dangereux. Surtout pour les enfants. Parce que moi, des fois, je viens avec lui, je passe devant ici, mais ouais, ça fait peur. Hormis les honneurs, personne ne s'attarde, y compris dans le centre commercial déserté par les clients. Mais pour ce syndicat de police, les effectifs ne suivent pas et rendent toute intervention dangereuse. Le problème, c'est que mes collègues continuent à faire leur travail malgré le manque d'effectifs. Je rappelle que sur le département, il manque 200 effectifs. Et puis, ce jeudi, à midi, on a eu un collègue blessé par un craqueux lors d'une perquisition dans un domicile, un collègue qui a reçu des coups de machette. Donc, effectivement, c'est un problème qui est en train de prendre de l'importance. Si l'insécurité avait quelque peu diminué pendant les Jeux Olympiques grâce à une présence policière renforcée, quelques mois plus tard, le constat est sans appel. Les consommateurs de crack sont bien de retour à Grigny. J'ai demandé, lorsque notre journaliste est revenu dans la rédaction, il a pu tourner très peu d'images parce qu'effectivement c'est pas facile forcément de tourner ces images, et je lui ai dit mais donne-nous tous tes rushs pour qu'on voit, ça parle peut-être davantage encore que le sujet qu'on vient de voir. Et avec Marine Lançon, par exemple, il m'a parlé, il n'a pas tourné davantage que le premier plan qu'on vient de voir, dans un centre commercial complètement j'allais dire presque désaffecté, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de boutiques. Donc regardez ces images, les gens. Vous vous rendez compte, ça c'est à 10 km de Notre-Dame. C'est à 10 km de Notre-Dame. Donc vous avez des jeunes gens qui ne peuvent plus vivre en sécurité. En fait, c'est un drame. C'est un drame absolu. Et on accepte ça, personne ne dit rien. On pourrait imaginer mettre du bleu partout. Pendant, je ne sais pas, 1 an, 2 ans. Ou alors, c'est à l'abandon. Donc ces gens, ils sont en train de nous écouter. Ils disent, ils sont bien gentils de parler de ça à CNews. Ils sont dans leurs appartements sympathiques, dans des quartiers sympathiques. Ils ne sont pas confrontés à ça. C'est incroyable quand même. Jamais ça existait en France. En tout cas, il y a eu sans doute, dans la période fin du 19e siècle, il y avait des bidonvilles, des choses comme ça. Mais depuis 30 ou 40 ans, ce n'était plus le cas, quand même. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On n'imagine pas ça en Corse, hein ? Non. Non, mais c'est assez intéressant comme ce que dit Georges Fenech d'ailleurs, Pascal Pierre Garbarini. On n'imagine pas ça en Corse. Non, parce que déjà il y a une solidarité et puis en plus il y aurait une en Corse, en fait, les débordements et en fait il y a le respect de l'autre. Voilà, point. Voilà. Oui. Et quand on respecte l'autre. Et qu'on ne le respecte pas, eh bien,
on n'a pas besoin du gendarme. Oui. On se souvient que la population... c'est ce que j'imaginais. Le sous-texte qui existait, c'est que ça se règle. Ça se règle immédiatement parce qu'il ne peut pas y avoir de débordement. Alors, encore une fois, on va pas dire, on va pas justifier des débordements qui peuvent être violents, etc. Mais il peut y avoir tout de suite des mises en garde assez sérieuses avec, on va dire, des Pascal Pierre Garbarini. Voilà. Oui, mais je pense que c'est plus que le respect de l'autre, ça commence par le respect de soi-même, pour pouvoir respecter l'autre. Et que là, cette situation-là, ce qui est fou, c'est que la fin des JO, et hop, ça y est, ça recommence, l'énergie morbide qu'il y a de ces craqués. C'est-à-dire qu'on sent la mort près de soi. Je pense que la personne qui a fait le reportage a senti quelque chose de morbide. Mais j'ai échangé avec elle et je lui ai dit, viens sur le plateau. Et cette personne m'a dit, non, je ne veux pas venir parce que justement, pourquoi les reporters, s'ils sont identifiés, ils n'auront pas la même facilité pour évidemment filmer et témoigner. Mais il est revenu hier soir à la rédaction. Son témoignage, c'était effrayant. Ce qu'il m'a dit, mais c'est juste effrayant. Et c'est à 10 km de Notre-Dame. Et personne, je ne veux pas dire que personne ne fait rien, mais je pense qu'il faut faire effectivement faut des solutions radicales. Eugénie Bastier. Oui, non, mais c'est vrai que ce décalage entre ces JO, on a mis la poussière sous le tapis, ces JO Potemkin, qui ont effectivement réjoui tout le monde. Oui. Et on pourrait se dire quand même, les Jeux Olympiques, normalement, doivent servir à quelque chose dans le pays, c'est-à-dire il doit y avoir un après où ça dure, où finalement l'ordre est quelque part rétabli dans certains endroits, des infrastructures sont créées, une forme de retour de l'ordre et de la propreté. Et on voit bien que là, c'était absolument comme si on avait vraiment mis la poussière sur le tapis et qu'immédiatement tout était revenu. Et je trouve ça assez désastreux parce que c'est pas ce qu'on nous avait promis avec ces Jeux Olympiques. On nous avait promis un retour de la sécurité. Et cette réalité-là n'est pas montrée, c'est-à-dire qu'elle est souvent, et on l'a vu avec les Jeux, c'était tous les jours, tout va très bien, Madame la Marquise, c'est formidable, regardez la France, la vraie vie, etc. Et effectivement, il y a un décalage entre ceux qui sont sur le terrain et puis l'espace médiatique qui ne veut pas montrer cette réalité parce que ça percute l'idéologie. Vous vous souvenez la phrase d'Emmanuel Macron à la fin des JO, il avait dit les JO c'est la vraie vie. Oui. Sauf que là c'est ça la vraie vie. C'est un marathon et une course de fond. La vraie vie, non, c'est ça. C'est pas un sprint comme ça. Marine Le Pen et Jordan Bardella étaient hier sur le plateau de Laurence Ferrari. Jordan Bardella qui est revenu sur les réquisitions et je vous propose d'écouter le président du Rassemblement national. Je pense que la justice cherche à triompher là où la classe politique a échoué, à savoir rendre Marine Le Pen inéligible et ruiner financièrement le Rassemblement national. Il y a le fond du dossier et il y a évidemment une disproportion dans les réquisitions qui sont faites. Un procureur ne peut pas décider, avant même l'épuisement de toutes les possibilités d'appel, du fonctionnement de la démocratie d'un pays. Encore une fois, il y a des arguments qui sont opposés d'un côté comme de l'autre sur le fond de l'affaire. Ok, il n'y a aucun problème, c'est le fonctionnement normal de la justice. Marine Le Pen accepte cela, elle s'est rendue à l'ensemble des audiences, elle a été d'un caractère irréprochable dans cette affaire, mais qu'on vienne lui dire demain vous êtes inéligible et cela vous prive de candidature à l'élection présidentielle, je trouve que c'est une dérive qui est extrêmement grave et je pense que ça choque beaucoup de Français et ça choque même d'ailleurs des responsables politiques qui ne sont pas de notre famille politique. Le procureur dit je n'ai pas d'éléments mais je ne peux pas demander la relaxe car ça me ferait trop mal. Mais tout est dit. On a donc une justice, ces réquisitions, qui est partiale, et on a donc une personne qui exprime une opinion personnelle, mais c'est pas la première fois. D'ailleurs, c'est pas la première fois qu'une partie de la justice fait œuvre de politisation. On a une partie de la justice dans notre pays qui est évidemment politisée et qui cherche parfois à s'ériger en une contre-chancellerie. Alors Pascal Pierre Garbarini est avec nous, vous êtes avocat pénaliste, vous êtes venu plusieurs fois sur ce plateau et puis on avait besoin d'un éclairage d'abord judiciaire et puis même politique, j'ai envie de dire. D'abord judiciaire, qu'est-ce qui peut se passer ? Bien, admettons que le tribunal entre en voie de condamnation et suive les réquisitions. Donc on va se retrouver avec une réelle difficulté et à mon sens, une inégalité du citoyen devant la loi, auquel il faudra remédier. C'est que une peine d'amende, très bien, une peine peut-être de prison,
si on est dans une peine de prison, je crois que les faits sont anciens, donc on est sous l'empire de l'ancienne loi, c'est-à-dire que s'il y a une peine de prison qui est inférieure ou égale à 2 ans, il n'y a pas d'entrée en prison réelle. Vous avez la possibilité immédiatement de l'aménager. Et une peine pénale, pas une amende, une peine annexe, qui est donc l'inéligibilité. Vous relevez appel de ce jugement dans le délai de 10 jours. Okay ? Mais malgré, comme le tribunal, s'il suit les réquisitions, prononcera l'exécution provisoire, c'est-à-dire que malgré l'appel, la peine s'applique. Celle de l'inéligibilité. Et les autres. C'est-à-dire que Mme Le Pen, par exemple, pourrait être convoquée devant le juge d'application des peines pour se faire mettre le bracelet à la cheville. Par exemple, pour d'ores et déjà... Parce qu'il y a exécution provisoire. Parce qu'il y a exécution provisoire. Bon, mais ça, c'est la loi. Ça, c'est la loi. Ouais. Mais la loi qui a été votée, d'ailleurs, par les parlementaires. On est bien d'accord. Mais la difficulté est la suivante, c'est que normalement, vous avez relevé appel de la décision, ce qui veut dire que vous êtes présumé innocent, puisque l'appel anéantit la condamnation de première instance. Donc vous repartez à zéro. D'ailleurs, ce n'est pas sur votre casier judiciaire. Là, ce qui se produit, c'est que malgré l'appel, l'inéligibilité... J'entends bien parce qu'il y a exécution provisoire. Mais est-ce que l'exécution provisoire se justifie ? Alors, pour moi, non. Pour moi, non. Mais au vu de la jurisprudence, c'est aussi ça la question. La jurisprudence, il n'existe pas réellement de jurisprudence en matière pénale. Elle est de plein droit. C'est compliqué puisque chaque fait sont différents. Bon, est-ce que dans un cas comme ça, on demande l'exécution provisoire dans un dossier comme ça ? En clair, si c'était pas Madame Le Pen, est-ce qu'on demanderait l'exécution provisoire ? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a forcément une approche politique également. Mais ce qui est important, pour revenir sur le judiciaire, c'est que, imaginons les mêmes faits où vous avez un mandat de dépôt qui est prononcé à la barre. C'est-à-dire que le tribunal va plus loin et dit, écoutez, Madame Le Pen, vous rentrez en prison. Madame Le Pen, elle relève appel, mais elle a le droit de solliciter une demande de mise en liberté qui peut être acceptée devant la Cour. Et elle peut être libérée et elle comparaîtra libre. En revanche, l'exécution provisoire sur l'inéligibilité, il n'existe pas de recours. Ça, c'est important, parce que personne ne le dit. Il n'existe pas de recours. Non, mais ça, c'est très, très important. C'est-à-dire que vous êtes obligé d'exécuter la peine. Ouais. Et pourquoi il n'y a pas de recours, là ? Eh bien, parce que le législateur ne l'a pas prévu. Ouais. C'est pour ça que je parlais d'inélégalité citoyenne devant la loi. Bon. Pardon. Donc, et c'est pour ça que vous êtes venu ce matin, parce que personne n'a dit ce que vous dites là. Il n'y a pas de recours sur l'exécution provisoire. Il n'y a pas de recours. Voilà. Oui. Il y a un recours uniquement sur les dispositions civiles. Donc, par exemple, mais sur la personne exécute sa peine, c'est particulièrement inadmissible dans un état de droit. Si c'est 3 ans ou plus, elle n'est pas candidate en 2027 si c'est avec exécution provisoire. Le seul doute, c'est est-ce qu'elle reste députée et patronne du groupe ? Parce que si c'est exécution provisoire, par exemple, Louis Alliot perd la mairie de Perpignan. Julien Audoul pourrait repartir à une élection, enfin pas lui du coup, mais il pourrait y avoir une nouvelle élection du député de Lyon. Elle, pourquoi il y a un doute ? Parce qu'il y a une jurisprudence, justement, sur le sénateur Guérini, qui a été condamné pour, même chose, à une peine le rendant inéligible, et le Conseil constitutionnel a jugé qu'il pouvait rester sénateur le temps de l'appel. D'ailleurs, on en parlait ce matin avec André Valigny, qui a siégé avec lui au Sénat. Donc, on ne sait pas encore à l'heure où on se parle si elle perd tout, Marine Le Pen. Mais il y a un scénario où elle ne peut pas se présenter, elle perd son siège de député et donc aussi la présidence du groupe RN. Bon, André Valigny, parce qu'on a échangé ensemble, vous voyez, pendant que, d'abord je vous cite de temps en temps, dans nos émissions. Alors vous m'avez dit, le parquet ne peut recevoir d'instructions du garde des Sceaux dans un dossier particulier, donc le ministre de la Justice ne peut intervenir. En revanche, depuis la réforme qui a fait suite à l'affaire Outreau, le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable. Bon, moi je vous ai dit que la justice est parfois politique. Vous me dites non, je dis quand même, quand le syndicat de la magistrature, explique en juin dernier qu'il faut combattre l'extrême droite, sous-entendu le Rassemblement national, évidemment, tu peux avoir quand même un soupçon sur une décision prise par la justice française. Moi, ça me choque. Je n'aimerais pas être un prévenu qui puisse être taxé ou soupçonné d'avoir un camp politique. Et parce que je suis d'un camp politique, je suis sanctionné par la justice française. Oui, moi j'ai été choqué par le mur des cons aussi.
Oui, mais pas que ça. Vous n'avez pas été choqué par le mois de juin? Comment? Le mois de juin, vous n'avez pas été choqué? Qu'est-ce qu'il y a au mois de juin? Le syndicat de la magistrature qui appelle à se mobiliser. Non, alors, ce que je non mais répondez-moi. Non, j'ai pas été choqué parce que c'est un syndicat. Je veux dire, on peut supprimer les syndicats dans la magistrature. Ouais, mais on peut supprimer les syndicats. Oui, il faut 30%. Qui vous dit d'ailleurs que les juges, enfin le procureur qui a requis contre Madame Le Pen appartient au syndicat de la magistrature. Personne n'en sait rien. Mais je demande de la neutralité. Non mais Monsieur Vallini, pourquoi ça ne vous choque pas? Pourquoi ça me choque et pas vous? S'ils prennent des positions politiques, il faudrait qu'ils soient. En fait, je suis désolé. Je peux terminer mon raisonnement. Oui, mais pourquoi ça vous choque pas? Parce que c'est un syndicat qui a le droit, comme beaucoup de syndicats, de participer à la vie de la cité. C'est choquant de la part des juges qui. Mais enfin, c'est alors, admettons. On interdise aux syndicats de la magistrature d'exprimer quelque position politique que ce soit. Admettons. Admettons même qu'on interdise les syndicats dans la magistrature, quels qu'ils soient. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Voilà ce que dit Georges Fenech. Eh bien, qu'est-ce qui empêchera un magistrat d'avoir des idées politiques? Tu ne peux pas entrer dans la tête des magistrats, et heureusement, les magistrats sont des hommes et des femmes comme les autres qui ont des idées politiques. Et qui empêchera un magistrat consciemment ou inconsciemment, de façon subjective ou objective, de tenir compte ou non de ses opinions politiques. Donc la justice est humaine, comme toutes les œuvres humaines, elle est imparfaite. Sauf à faire rendre la justice par l'intelligence artificielle, par un ordinateur, on aura toujours des suspicions sur tel ou tel juge. J'entends André Vallini nous dire à l'instant qu'il est normal que des juges expriment des opinions politiques. Non, j'ai pas dit ça du tout. J'ai pas dit ça du tout. Fête de l'humain. J'ai pas dit ça. Pour attaquer les violences policières. J'ai pas dit ça. Pour se mettre du côté des manifestants. Donc tout ça est normal. C'est un syndicat. Mais si, ça revient à ça. Non, ce syndicat n'est plus un syndicat de justice. C'est un syndicat trotskiste qui a infiltré toute l'institution. Et André, vous le savez très bien. Voilà. Donc aujourd'hui, comment voulez-vous avoir confiance? On se pose tous la question. Alors j'interroge Pascal Pierre Garbarini parce que vous êtes en permanence dans les prétoires. Vous êtes plutôt pénaliste. Est-ce que c'est très pénaliste? Très pénaliste. Et puis est-ce que vous diriez cette justice est politique et c'est un syndicat trotskiste, magistrat trotskiste? C'est tout à l'honneur du plateau. C'est parce que on met la justice sur un piédestal, et vous voudriez, et ce que je comprends, c'est que les hommes et les femmes qui rendent justice soient neutres. Mais où je rejoins M. Vallini, c'est qu'on oublie, c'est que ces gens-là, ils sont faits de chair et de sang, donc ils ont leurs propres problèmes. Alors, ça ne devrait pas, mais il y en a qui votent à gauche, il y en a qui votent à droite, il y en a qui, le matin, vont arriver et qui vont avoir des problèmes d'argent, il y en a d'autres qui vont avoir des problèmes familiaux, etc. Vous trouvez normal qu'ils adressent une contre-circulaire à celle du garde des Sceaux? Non, mais moi, je parle pas. C'est ça, donc, moi, je ne parle pas de sonder les reins et les cœurs. Mais ce sont des syndicats qui se comportent en politique. Elle est obligée d'être subjective. On ne parle pas de la même chose. On parle pas de la même chose. Bon, écoutez, on continuera tout à l'heure de toute façon en parlant de Madame Le Pen, mais puisque vous devez partir à 9h25 et que vous connaissez bien Ajaccio, vous êtes ajaccien vous-même, que le pape est en Corse. Alors, le pape, c'est le pape Formose. Le pape Formose, 11e pape au 9e siècle, serait né en Corse à Vivario. Il est connu pour un tableau, le Concile cadavérique, de Jean-Paul Laurence, le pape Formose. J'ai appris ça il y a 24 heures. Avec le pape, vous connaissez. Souvent, je cite Proust parlait de quelqu'un qui sait quelque chose depuis très peu de temps et qu'il dit à tous ses amis, il appelle ça les savants de la veille. Bon, les savants. Et ben là, j'ai appris ça. Je fais le savant de la veille. C'est parce que le pape est en Corse. Certains ont dit attention, il y a déjà un pape qui a été pape Corse, pape Formose. Bon. Alors, le pape François est donc pressenti, a priori, et plus que ça. A priori, je crois que c'est demain que le cardinal va... vous voyez, déjà les cloches sonnent. Vous voyez je dis très vite bonjour à Thomas Hill. Bonjour Thomas, et je vous cède la parole.